bien, bonjour et bienvenue à toutes et tous à cette webconférence de rentrée. Nous espérons avec Laure, vous avez bien profité de la luminosité de cet été. Nous sommes ravis de vous retrouver pour un sujet que nous n'avions jamais traité et qui est le cancer le plus fréquent des cancers gynécologiques et pourtant le moins connu. Alors, il est moins connu parce que, alors c'est pour ça que c'est important justement, comme il est moins connu, qu'on parle des symptômes. Donc, c'est ce que nous allons voir ce soir, notamment avec le professeur Lavoué. Bonsoir, professeur Lavoué. Donc, vous êtes responsable de la commission, j'ai besoin de mes notes, des cancers gynécologiques du Collège national des gynécologues obstétriques français. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Et nous serons également avec le professeur Martin Koskas qui pourra nous parler de toute la prise en charge, notamment chirurgicale. Professeur Martin Koskas, donc vous êtes chef de service de gynéco-obstétrique à l'hôpital Bichat à Paris. Merci d'être avec nous. Nous serons également avec le docteur Gabreau. Docteur Gabreau, bonsoir. Donc vous êtes oncologue et radiothérapeute à l'hôpital de la Salpêtrière à Paris. Et donc vous pourrez nous parler de tout ce qui est prise en charge, radiothérapie, curithérapie. Et puis parfois, ce cancer intervient aussi chez des femmes plus jeunes qui sont dans un parcours de grossesse ou qui vont avoir des souhaits de grossesse. Et donc, nous accueillerons une patiente dont ça a été le parcours et qui nous parlera avec le professeur Koskas de tout ce qui est parcours de préservation de la fertilité. Donc, on vous souhaite à toutes et tous une excellente webconférence et je laisse la parole à Laure. Alors bonsoir, moi je suis ravie de vous retrouver avec toute l'équipe de mon réseau Cancer Gynéco donc pour démarrer Septembre Turquoise. C'est le mois de sensibilisation au cancer gynéco en général et cette année un peu en regard et pour donner de la résonance à une campagne qui a été lancée au printemps, au mois de juin, on a décidé de consacrer 2 conférences au cancer de l'endomètre. Donc aujourd'hui, on va parler cancer de l'endomètre localisé et puis la semaine prochaine, cancer de l'endomètre avancé ou métastatique. Tout ça pour dire qu'en fait, on s'est rendu compte sur nos réseaux que quand on regarde le nombre de patientes qui s'inscrivent, qui interagissent, on peut se retrouver dans des sous-groupes sur mon réseau cancer gynéco. Finalement, sur mon réseau, sur le groupe endomètre, on avait plutôt un peu moins de patientes, alors qu'effectivement, c'est le cancer le plus fréquent. Et en rencontrant des femmes, des patientes, on s'est rendu compte aussi que on avait une méconnaissance globalement de qu'est-ce que c'est que l'endomètre, c'est quoi les signes d'alerte, est-ce qu'il y a un dépistage, etc. Et donc c'est très naturellement qu'on a souhaité avec d'ailleurs une équipe donc de médecins formidables, vous éclairer ce soir. Et donc on vous propose donc sans plus tarder de laisser la parole à nos médecins et puis après donc à ce témoignage qu'on attend avec beaucoup d'intérêt pour toutes les jeunes patientes et qui peuvent être concernées aussi. Donc très bonne soirée et n'hésitez pas donc à poser vos questions dans l'onglet questions pour qu'on puisse au fur et à mesure des temps d'échange les remonter aux médecins. Bonjour. Tout d'abord, merci à mon réseau cancer gynécologique de nous convier à cette webconférence pour essayer de sensibiliser en ce début de mois de septembre turquoise sur les cancers gynécologiques et tout particulièrement sur le cancer de l'endomètre. Alors, on avait souhaité, avec le Collège national des gynéco-obstétriciens français et d'autres sociétés savantes comme la SCGP, la SFCO ou la SFOG, lancer cette campagne de sensibilisation sur le cancer de l'endomètre parce que, comme on venait de le dire, finalement, c'était un cancer, quoique le plus fréquent des cancers pelviens, du bas du ventre, mais le moins connu du grand public. On connaît mieux le cancer de l'ovaire parce qu'il est plus médiatisé. On connaît mieux dans le grand public le cancer du col de l'utérus car il bénéficie d'un dépistage et le cancer de l'endomètre est moins connu. Alors, qu'est-ce que c'est d'abord le cancer de l'endomètre? Tout d'abord, l'endomètre, c'est la muqueuse de l'utérus, donc qui tapisse l'intérieur de l'utérus. C'est cette muqueuse qui permet de faire les règles quand la patiente n'est pas ménopausée et qui fait le lieu de la nidation pour l'embryon pour permettre la grossesse. Alors, après la ménopause, cet endomètre, cette muqueuse de l'utérus se met au repos, mais peut créer quand même des problèmes, peut être le lit
de la création d'un cancer. Ça s'appelle à ce moment-là un cancer de l'endomètre. Ce cancer va toucher environ 8000, un peu plus de 8000 femmes par an en France, et c'est 8000 nouveaux cas, et donc au cours d'une vie, on estime qu'une femme sur 70 va y être confrontée. Alors ça reste un cancer qui se soigne bien, mais malgré tout, il occasionne par an 2500 décès du fait qu'il soit parfois pris à des stades avancés. Alors, le moment du diagnostic, c'est plutôt un cancer d'après la ménopause. La médiane d'âge au diagnostic est de 69 ans. C'est-à-dire que dans la moitié des cas, le cancer est diagnostiqué après 69 ans et dans l'autre moitié des cas, avant 69 ans. Ce cancer n'a pas de dépistage comme le cancer du col de l'utérus. Toutefois, ce cancer se diagnostique de manière précoce car il a des signes, des symptômes qui se déclarent très vite. C'est-à-dire que quand il se développe, il va créer des saignements dont la patiente va constater qu'il va tacher le slip, et ça doit consister un signe d'alarme, un signe qui doit pousser la patiente à consulter tout de suite. Donc, le maître symptôme, c'est le saignement après la ménopause. Et donc, quand celui-ci survient, il faut consulter. Ou des pertes un petit peu sales, mal étiquetées, les pertes après la ménopause ne sont pas normales, il faut donc consulter son médecin. Là, quand le médecin a ces symptômes chez une patiente, on commence par des examens assez simples, une échographie et un prélèvement de l'intérieur de l'utérus, ça s'appelle une pipelle, pour aller récupérer des cellules de l'intérieur de l'utérus. Et ce prélèvement peut se faire dès la consultation et permet le plus souvent d'accéder au diagnostic. Si le prélèvement n'est pas suffisant, on peut compléter par une hystéroscopie, une petite caméra qu'on met à l'intérieur de l'utérus pour aller faire ce prélèvement. Et ce prélèvement permet le diagnostic. Et une fois que le diagnostic est lancé et obtenu, il faut faire ce qu'on appelle un bilan d'extension pour pouvoir établir la stratégie de traitement. Ce qui va être abordé par mes deux collègues, le professeur Koskas et le docteur Gabro. Donc, un message essentiel, ne pas négliger sa santé après la ménopause, des pertes vaginales qui tachent le slip, qui ressemblent à du sang ou des pertes brunes, doivent pousser à consulter rapidement un médecin pour que les explorations puissent être faites. Et voilà, c'était le message principal qu'on voulait faire passer, parce que pris à temps, ce cancer se soigne bien, avec des traitements qui restent peu morbides, avec une qualité de vie qui reste conservée, et donc il ne faut pas avoir peur des traitements liés au cancer de l'endomètre si ce cancer est pris au stade précoce. Peut-être que vous avez déjà des questions par rapport à ces éléments. Eh ben, on a une question. Alors, c'est sur les traitements. Quel est le délai? Alors, Anita demande quel est le délai moyen pour établir le diagnostic. Alors, je pense que c'est peut-être entre les premiers symptômes et diagnostic. Enfin, voilà. Je vous laisse les points. Si la patiente consulte dès les premiers saignements, si elle n'a pas négligé ce symptôme qui parfois est très banal, elle le voit puis elle va le négliger. Le diagnostic est fait rapidement. L'échographie, on l'obtient, soit le gynécologue le fait directement quand il a l'appareil d'échographie, ou dans la semaine auprès d'un collègue. Le prélèvement peut se faire immédiatement. Le temps que ce prélèvement soit analysé, ça va prendre 2 semaines. Donc en 2 semaines, on peut avoir le diagnostic. Alors, moi j'ai une question. Les symptômes que vous avez donnés, c'est chez la femme jeune et chez la femme ménopausée, dirons-nous. C'est-à-dire que dès qu'il y a un saignement, bien évidemment, il faut aller consulter. Et ma deuxième question, c'est est-ce que quand on a notre visite annuelle chez le gynécologue ou chez la sage-femme, est-ce que ça fait partie des choses qui peuvent être diagnostiquées à ce moment-là? Alors, ce cancer de l'endomètre n'a pas de stratégie de dépistage, contrairement au cancer du sein qui va reposer sur la mammographie ou le cancer du col qui va reposer sur le frottis.
Mais voilà, au cours d'un suivi gynécologique, on ne va pas chercher spécifiquement un diagnostic ou dépister un cancer de l'endomètre. Par contre, à l'interrogatoire, on va rechercher des signes anormaux de la vie d'une femme. Bon. Après la ménopause, eh ben, si la patiente dit j'ai des pertes vaginales, donc ça va être anormal et ça va déclencher des examens diagnostiques. Par contre, avant la ménopause, le fait de saigner, d'avoir ses règles, c'est habituel et normal, donc on va pas c'est pas un symptôme, c'est juste la vie normale. Par contre, des saignements entre les règles, des métrorragies, vont pousser à faire des examens complémentaires, le premier étant l'échographie. Et si l'échographie par voie suspubienne et aussi par voie endovaginale montre qu'il y a une image anormale au niveau de l'endomètre, dans la muqueuse de l'utérus, c'est là qu'on va aller chercher et déclencher la réalisation d'un prélèvement de l'intérieur de l'utérus qui va conduire au diagnostic. J'ai vu dans le chat qu'il y avait une personne qui posait la question par rapport au syndrome de Lynch. Oui, le cancer de l'endomètre, dans de plus rares cas, peut être associé à un syndrome de prédisposition au cancer, qu'on appelle le syndrome de Lynch, qui prédispose surtout au cancer du côlon, mais aussi au cancer de l'endomètre. Et c'est vrai que quand on a un syndrome de Lynch, c'est plus souvent chez des patientes un peu plus jeunes, et qui va nous pousser à aller chercher ce syndrome de prédisposition, surtout quand le cancer a été déclaré à un âge plus jeune. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu aux questions, si c'est clair. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Et juste dans l'onglet questions, Catherine nous demande par rapport aux questions de traitement par les immunothérapies. On va pas traiter aujourd'hui de tous les médicaments pour les cancers de l'endomètre plus avancés. Ce sera l'objet de la conférence de la semaine prochaine. Donc, si on a du temps à la fin, on pourra en toucher 2 mots. Mais sinon, on aura une conférence entièrement dédiée aux traitements, on va dire, autres qui peuvent être proposés dans ces cancers-là. Voilà, donc en gros, ce qui est très important, c'est déjà de se dire que pour les cancers de l'endomètre, on n'a pas de dépistage organisé, il faut être clair, hein, le dépistage organisé, c'est pas pour ce cancer gynéco-là, que finalement, si on est tout au courant, un saignement après les ménopauses, on vient voir son médecin. Et si on est plus jeune, donc un saignement après les rapports bizarres qui s'installent ou entre les règles, incite à consulter pour s'assurer que tout se passe bien. Donc on va reprendre peut-être le cours de notre conférence avec, je dirais, l'approche chirurgicale avec le professeur Koskas. Bonsoir, merci beaucoup de cette invitation et de l'organisation de cette soirée. Effectivement, le cancer de l'endomètre, si nous praticiens, c'est un cancer qu'on voit régulièrement. Il est méconnu des patientes et j'espère qu'on pourra ce soir aborder différents plans. Moi, je vais traiter de la prise en charge chirurgicale de ce cancer. Pour tout vous dire, c'est ce qui a motivé en partie ma vocation chirurgicale, c'est que c'est un cancer où véritablement on peut chirurgicalement améliorer sans intervention compliquée ni délabrante le pronostic des patientes. Alors moi, je suis gynécologue à l'hôpital Bichat et la photo que vous avez là, c'est la photo d'un robot chirurgical puisqu'on pratique régulièrement ce type d'intervention, l'hystérectomie, qui consiste à enlever l'utérus par voie robotique. Le cancer de l'endomètre, le professeur Lavoué l'a évoqué, c'est un cancer qui est fréquent et dont l'incidence augmente. Il augmente alors il augmente dans nos pays dits développés, puisque les 2 principaux facteurs de risque, que sont le surpoids ou l'obésité, l'âge, l'hypertension, sont en incidence qui augmente. C'est des facteurs de risque qu'on voit de plus en plus fréquemment. Ce cancer, il est hormonodépendant, en fait, il est induit par une hyperostrogénie. Tout ce qui va exposer longtemps et à des doses élevées l'endomètre aux oestrogènes va favoriser, alors typiquement après la ménopause, la survenue d'un cancer de l'endomètre. Les femmes qui ont un syndrome de Lynch, on en a parlé, elles sont moins sujettes, moins à risque par rapport à cette hyperostrogénie, mais elles vont pouvoir plus facilement développer spontanément un cancer de l'endomètre
et elles vont faire, contrairement à la très grande majorité des femmes, l'objet d'un dépistage dédié pour ce cancer. À un stade précoce, ce cancer, il se soigne bien, et la bonne nouvelle, c'est que le plus souvent, il est développé à un stade précoce. Alors nous, on parle de stade pour dire l'étendue de la maladie. Parfois, les patientes nous disent quel est le stade, est-ce que j'ai un stade 4? Ce soir, on va pas parler de stade avancé, de stade 3 ou 4, on va parler de stade 1 ou 2. C'est ça qu'on appelle les stades précoces. Les stades 1, vous avez ici un schéma d'utérus. L'utérus, il est composé schématiquement de 3 tissus. L'endomètre qui tapisse l'intérieur de la cavité utérine, je ne sais pas si vous voyez ma souris. Le myomètre qui est en dessous et la séreuse utérine. En vert, vous voyez des tumeurs utérines de cancer de l'endomètre qui vont s'infiltrer localement dans le myomètre, dans ce muscle utérin. Il ne faut pas oublier que l'utérus, c'est essentiellement un muscle et qui se contracte au moment de l'accouchement, finalement. Eh bien, cette tumeur, elle va se développer dans ce myomètre et le plus souvent, on va faire le diagnostic à un stade précoce puisque le plus souvent, quand même, les patientes, quand elles saignent après la ménopause, elles consultent et on va faire le diagnostic à un stade 1. Parfois, cette tumeur, elle va pouvoir infiltrer le col de l'utérus et c'est pas très différent dans ce cas-là de la prise en charge d'un stade 1 et on va parler de stade 2. Donc, dans tous ces cas, je vous ai mis à droite des photos de chirurgiens dont certains sont présents ce soir. C'est des gens qui ont l'habitude d'opérer ces cancers de l'endomètre. Évidemment, la prise en charge des patientes, elle se fait en consultation. On va expliquer le projet thérapeutique et la décision de traitement, elle est faite à la lueur d'examens d'imagerie, en particulier d'IRM, une fois qu'on a fait le diagnostic, qui va nous dire l'étendue de la maladie. Nous, à Bichat, tous les vendredis, on se met autour de la table avec les pathologistes. C'est ceux qui regardent les prélèvements tumoraux et qui vont dire le diagnostic, avec les radiologues, avec les oncologues, avec les radiothérapeutes et nous, les chirurgiens, pour décider ensemble d'une prise en charge spécifique pour la patiente. Cette prise en charge, elle va le plus souvent utiliser l'hystérectomie, donc l'ablation de l'utérus. Cette intervention, elle peut être faite historiquement selon 2 voies d'abord, soit une laparotomie. Une laparotomie, ça consiste à ouvrir le ventre. Donc on parle aussi de chirurgie à ventre ouvert ou à ciel ouvert. Et depuis 30-40 ans a été développée la cœlioscopie, alors qui peut être faite dans beaucoup de circonstances. Pour une appendicectomie, par exemple, c'est probablement une des circonstances les plus fréquentes. Pour enlever la vésicule biliaire aussi. Cette cœlioscopie, elle rentre dans la catégorie des chirurgies dites mini-invasives. On va vouloir privilégier cette prise en charge mini-invasive sans ouvrir le ventre parce que les suites opératoires vont être plus simples. Elles vont être plus simples au point qu'aujourd'hui, dans le service, la plupart des hystérectomies qu'on va faire pour cancer de l'endomètre, on va la faire en ambulatoire, c'est-à-dire que la patiente va rentrer le matin et ressortir le soir de l'intervention. Et ça, c'est rendu possible par le développement de la chirurgie minimale invasive. Les courbes de survie que vous voyez à gauche montrent le pronostic de patientes avec des cancers de l'endomètre plutôt agressifs et elles sont intéressantes parce qu'on voit que la survie, la probabilité de récidiver la maladie chez les patientes qui ont été opérées par laparotomie ou chez celles qui ont été opérées par minimal invasive surgery, la cœlioscopie par exemple, elle est identique. Il n'y a pas de risque à faire chez ces patientes une cœlioscopie ou une chirurgie robotique qui rentre aussi dans le cadre de la chirurgie mini-invasive. Alors, j'en ai parlé, la base du traitement, c'est de faire cette hystérectomie. Et là, alors c'est un mot qui fait un peu peur, hystérectomie, parce qu'il y a ectomie. Ectomie, ça veut dire enlever en médecine. Donc, on va parler d'appendicectomie, d'amydalectomie. À chaque fois que vous entendez ectomie, ça veut dire qu'on enlève. Hystère, c'est pour l'utérus, donc on va enlever l'utérus. Cette ablation de l'utérus, elle va être totale. Ça veut dire qu'elle va concerner également le corps de l'utérus. Puisque comme on l'a vu sur l'extension de la tumeur, elle peut infiltrer le col de l'utérus. Donc, on va enlever en A le corps de l'utérus et on va s'étendre en B au col de l'utérus. Donc, on va parler d'hystérectomie totale. Et chez une femme ménopausée, on va également enlever les annexes. Les annexes, ce sont 2 choses. C'est les trompes
et les ovaires. Pourquoi est-ce qu'on recommande d'enlever les annexes? Puisque la tumeur, elle peut s'étendre aux trompes, voire aux ovaires, et c'est important d'en avoir l'information pour décider d'un traitement complémentaire et d'enlever, évidemment, toute la maladie. Un des grands principes de la chirurgie carcinologique, de la chirurgie des cancers, c'est d'opérer les patientes avec l'objectif d'enlever toute la maladie. Sinon, habituellement, on commence plutôt par les traitements systémiques tels que la chimiothérapie. Dans le cadre de cancer de l'endomètre à un stade précoce dont on parle ce soir, la base du traitement et le premier temps, c'est la chirurgie qui consiste donc à faire une hystérectomie totale dans laquelle on va enlever le col de l'utérus avec annexectomie bilatérale. On va enlever de chaque côté les trompes et les ovaires. Les cancers, ils vont typiquement pouvoir se disséminer, et ça c'est vrai de beaucoup de cancers, vers les ganglions. Et c'est une information importante de savoir si les ganglions pelviens, dans le cas de l'utérus, sont atteints par ce cancer. Il y a un drainage lymphatique qui sont les canaux qui vont conduire la lymphe depuis l'utérus jusqu'au ganglion, qui est assez bien documenté et qui part véritablement du col de l'utérus pour aller jusqu'aux ganglions pelviens qui sont à côté des vaisseaux iliaques. Les vaisseaux iliaques, c'est les vaisseaux qui vont aller dans le pelvis, dans le petit bassin et dans les jambes. C'est le premier site métastatique des cancers de l'endomètre à un stade précoce. Le cancer de l'endomètre, il va en première intention se disséminer par ces canaux lymphatiques et on va pouvoir retrouver dans environ 10 à 20% des patientes, chez environ 10 à 20% des patientes, des métastases ganglionnaires au niveau de ces ganglions. Ces ganglions, vous les voyez ici en bleu. Alors, ils sont en bleu parce qu'on les a colorés, hein. C'est pas parce qu'ils sont malades. Spontanément, ils sont plutôt pas bleus. Vous allez pouvoir en voir. Et ils sont drainés, vous le voyez pas, mais à gauche de l'image, il faut imaginer qu'il y a l'utérus. Ce qu'on faisait il y a 30 ans, c'est qu'on enlevait tous les ganglions pelviens pour savoir s'ils étaient malades ou pas. Les performances de l'imagerie sont pas toujours très bonnes pour dire si ces ganglions sont malades. Et donc, il y a 30 ans, on enlevait tous les ganglions, comme on le fait parfois dans le cadre de cancer du sein. On dit qu'on en fait des curages axillaires, on enlève les ganglions qui sont sous le bras. Le problème d'enlever tous ces ganglions, c'est que ça va donner des complications, et en particulier, comme pour le cancer du sein, ce qu'on appelle un lymphœdème. Un lymphœdème, c'est un gonflement du membre qui draine, qui est drainé par ces ganglions. Donc, quand on fait un curage axillaire, quand on enlève les ganglions qui sont sous le bras pour un cancer du sein, on prend le risque pour la patiente d'avoir ce qu'on appelle le gros bras, c'est un lymphœdème du bras. Quand on enlève les ganglions pelviens de façon expansive, ce qu'on faisait il y a 20-30 ans en systématique, on prenait le risque pour la patiente d'engendrer ce qu'on appelle un lymphœdème. La bonne nouvelle, c'est qu'il a été développé une technique du ganglion sentinelle. On va passer à la vidéo. Cette technique du ganglion sentinelle, elle a pour objectif de se substituer au curage, à l'ablation de tous les ganglions pour réduire la morbidité, c'est-à-dire réduire le risque pour la patiente de faire ce lymphœdème. En effet, on va plus enlever là que 1, 2, voire 3 ganglions sentinelles, les analyser, le principe étant que c'est des ganglions sentinelles et que s'ils ne sont pas malades, les autres ganglions ne sont pas malades. Donc là, vous voyez une chirurgie qui est réalisée à Bichat par voie robotique. Vous voyez qu'on opère avec des instruments qui sont sous contrôle, c'est comme un jeu vidéo, hein, qui sont sous contrôle de joystick que le chirurgien a dans sa main. Il va pouvoir ouvrir les espaces. Il faut imaginer à gauche que vous avez l'utérus, et là on est dans les espaces para-utérins, dans le pelvis. Vous voyez ici les vaisseaux iliaques externes. Ce qui bat, c'est une artère qui est accompagnée de sa veine, qui est un petit peu plus violette. Et vous voyez ici, grâce à un produit qu'on a injecté au niveau du col, un produit qui est fluorescent, et une caméra dédiée qu'on utilise en chirurgie robotique, on va pouvoir identifier ces canaux lymphatiques qui sont le lieu de drainage des cancers de l'utérus jusqu'aux ganglions où la tumeur va pouvoir se collecter et faire des métastases ganglionnaires, ce qui, on le verra avec ma collègue, le docteur Gabreau, est important en particulier pour décider d'une éventuelle radiothérapie. Et donc,
au lieu de prélever, comme il y a 30 ans, tous les ganglions qui pouvaient se situer dans les espaces pelviens, là, on va pouvoir ne prélever que 3 ganglions pelviens et les faire analyser. Le rationnel étant que s'ils sont indemnes de maladie, le reste des ganglions est également indemne de maladie. On va pouvoir passer à la suite de la présentation. J'ai la main sur les... Super. Donc, vous avez compris que les enjeux du traitement chirurgical, ils sont bien sûr de guérir la patiente, et ça, on y arrive bien. Dans 80% des cas, les cancers, ils sont diagnostiqués à un stade 1 ou 2, et vous voyez ici à gauche des courbes de survie, avec des probabilités de survie à 5 ans qui sont de l'ordre de 80-90%. Donc, la première chose à dire, c'est que ce cancer de l'endomètre, diagnostiqué à un stade précoce, et c'est vrai de la majorité des cancers, mais la chance qu'on a, c'est qu'avec ce cancer de l'endomètre, on peut le diagnostiquer souvent à un stade précoce, eh bien, on a d'excellentes survies avec un traitement qui est chirurgical, on en a parlé, plus ou moins radiothérapeutique. Le docteur Gabreau va vous en parler. Mais du coup, le véritable enjeu, quand on arrive à guérir les patientes, ça va être de réduire l'impact de cette prise en charge. Avec, je vous en ai parlé, tenter d'éviter ces lymphœdèmes qui sont véritablement très embêtants pour les patientes. Vous avez une photo ici où vous voyez que la patiente présente un lymphœdème du membre inférieur gauche particulièrement importante. Ce sont des patientes qui sont, le docteur Lavoué vous l'a dit, ménopausées, parfois âgées, et il va être important de se concentrer sur la récupération post-opératoire. C'est pourquoi une chirurgie ambulatoire, lorsqu'elle est possible, elle doit être privilégiée. L'objectif, c'est pas que la patiente reste longtemps à l'hôpital, mais c'est qu'elle retrouve vite ses habitudes et qu'elle se mobilise à la maison. Et puis, c'est un cancer qui, bien sûr, impacte psychologiquement beaucoup la vie des femmes parce qu'il touche à l'intime, à l'utérus. C'est cet organe qui a souvent porté les enfants de la patiente et qui, pour toute femme, a une importance, alors différente certainement, mais qui est toujours un organe important. Et la prise en charge de ce cancer de l'endomètre, on va être aussi vigilant à ce qu'elle n'impacte pas la qualité de vie sexuelle, puisque les traitements, quand on fait une hystérectomie, il y a une cicatrice dans le fond du vagin. Celle-ci est habituellement pas douloureuse et en soi n'impacte pas la qualité de vie sexuelle, mais d'autres traitements complémentaires peuvent altérer cette qualité de vie sexuelle. Et puis, on l'a dit, hein, il y a un impact psychologique qui est important. Donc voilà, j'ai traité de la prise en charge chirurgicale. Je suis à votre disposition pour répondre à d'éventuelles questions avant de passer la parole au docteur Gabreau. Alors moi, je vais vous poser une question qui vient un petit peu d'échanges de patientes en général. Quand on vient vous rencontrer suite au diagnostic, voilà, on apprend qu'on va avoir cette chirurgie, donc avec tout l'espoir, voilà, d'avoir des bons résultats en termes de guérison et éventuellement donc l'accès à ces techniques qui sont mini-invasives, donc qui font quand même moins peur. Par contre, en fait, dans la tête, on se dit quand même, on m'enlève l'utérus, donc ça fait quand même quelque chose qu'on enlève de mon ventre. Qu'est-ce qui se passe une fois que vous avez enlevé l'utérus? C'est-à-dire, en gros, qu'est-ce qui se passe dans ce trou? Ça fait un peu peur dans la tête, en fait. Ce que je veux dire, c'est que quand on vous enlève un sein, on connaît bien le sujet avec mon réseau cancer du sein. C'est un organe qu'on connaît, qu'on palpe, qu'on voit à l'extérieur. C'est traumatisant, mais d'ailleurs, il y a plein de techniques pour réduire l'impact de ces chirurgies et le reconstruire. Mais en fait, dans notre esprit de femme, c'est aussi ce corps intérieur, en fait, qui est précieux. C'est plus difficile à partager. Et donc, qu'est-ce que ça devient ce trou, entre guillemets? Est-ce que ça va impacter ou comment ça se remplit? Et puis, bah, tout simplement, est-ce que on a d'autres ressources aussi autour des problématiques sexuelles, mais est-ce que finalement, ça va impacter l'acte sexuel ou pas forcément de pas avoir d'utérus, en fait? Est-ce que tout simplement, vous pouvez nous éclairer là-dessus? Alors, c'est deux très bonnes questions, effectivement. Qu'est-ce qui va prendre la place de mon utérus? À mon avis, il faut parler de deux places. La place psychologique, ça c'est propre à chaque femme et je crois que c'est important d'en parler, de démystifier un certain nombre de choses. Quand on prend en charge des patientes ménopausées, souvent l'acceptation d'une hystérectomie, elle est assez évidente
et le processus de deuil a pu être fait en particulier au moment de la ménopause. Après, c'est probablement cette place-là qui est la plus difficile à gérer, en particulier pour les femmes qui ne seraient pas ménopausées. La place maintenant anatomique, je vais peut-être un peu vous décevoir, mais dans l'abdomen, ce qui prend le plus de place finalement, c'est le tube digestif. Dans notre abdomen à tous, hein, hommes et femmes, ce qui prend le plus de place, c'est le tube digestif, et en particulier l'intestin grêle. Ce qui va prendre la place de l'utérus, anatomiquement, c'est essentiellement de l'intestin grêle. En avant de l'utérus, il y a la vessie. Alors ça, les femmes qui ont des fibromes et des volumineux fibromes, elles le savent parce que ils vont comprimer la vessie. En arrière de l'utérus, il y a la fin du tube digestif, le sigmoïde, puis le rectum. Eux, ils restent globalement à leur place, et ce qui va prendre la place de cet utérus qui a été enlevé, c'est l'intestin grêle. Il faut dire qu'un utérus, chez une femme ménopausée, c'est pas si grand que la place psychologique. La place anatomique, ça fait en gros entre 60 et 100 grammes un utérus chez une femme ménopausée. Donc c'est la taille, c'est plus petit que mon poing par exemple, ou c'est à peu près cette taille-là. Concernant votre deuxième question, elle est importante, c'est l'impact de cette hystérectomie sur la qualité de vie sexuelle. C'est une question importante et qui a donné lieu à pas mal de débats. Mais aujourd'hui, on a des idées assez claires là-dessus, et moi, je vais vous dire ce que je dis à mes patientes. C'est que il n'y a aucune étude qui a montré que d'enlever un utérus, ça changeait la qualité de vie sexuelle. Et je suis assez cru, je leur dis que si elles ont une mauvaise qualité de vie sexuelle avant l'opération, il n'y a pas de raison que ça améliore tellement les choses après. Celles qui avaient une bonne qualité de vie sexuelle avant, elles retrouveront une bonne qualité de vie sexuelle après l'hystérectomie. C'est important aussi quand on parle d'hystérectomie pour des pathologies bénignes. Il y a eu une mode, peut-être, un mouvement pour conserver le col de l'utérus en disant que ça allait conserver l'intégrité du vagin finalement et permettre de garantir la qualité de vie sexuelle, en tout cas une qualité de vie sexuelle stable. Ça a été très étudié à travers des scores de qualité de vie sexuelle qui ont été soumis à des patientes chez qui on aurait enlevé tout l'utérus avec le col ou que le corps utérin en laissant le col. Et on n'a pas mis en évidence que de conserver le col de l'utérus, ça a impacté la qualité de vie sexuelle dans le sens d'un mieux. Et globalement, on n'a pas mis en évidence que l'hystérectomie, alors pas tout de suite après l'opération, hein, bien sûr, il est contre-indiqué d'avoir des rapports dans les 6 semaines qui suivent l'intervention d'hystérectomie, le temps que le vagin est cicatrisé, va impacter la qualité de vie sexuelle. En particulier, si on rentre dans les détails, la lubrification vaginale, par exemple, elle ne passe pas par le col, ou en tout cas pas que par le col de l'utérus. Il est possible de ne pas avoir de sécheresse vaginale, même si on n'a pas d'utérus. Merci beaucoup, professeur Koskas. C'est très clair et ça permet de mettre les choses en place. On a une question de Anita qui demande quels conseils pour améliorer la récupération après l'hystérectomie. Est-ce qu'il y a des choses à faire, peut-être même avant pour se préparer à la chirurgie et puis après pour effectivement que les effets, les complications soient moins nombreuses ou qu'il y ait une meilleure récupération? Alors, ce que la patiente peut faire, c'est arriver le jour de l'hystérectomie en forme. Ça veut dire quoi, être en forme? Ça veut dire déjà avoir adopté avant un certain style de vie qui est d'éviter le surpoids, l'obésité. Alors ça se fait pas dans les 2-3 semaines qui précèdent l'intervention, mais un sevrage tabagique, par exemple, c'est toujours une bonne idée avant une intervention chirurgicale. En forme, ça veut dire arriver avec un bon taux d'hémoglobine. Ça c'est largement documenté, mais une supplémentation martiale, c'est-à-dire donner du fer chez une patiente qui serait anémiée avant une intervention chirurgicale, ça va améliorer sa récupération après la chirurgie. En forme, ça veut dire aussi avoir mis en place à la maison ce qu'il faut pour pas être, moi ce que je dis aux patientes, c'est que il faut pas que l'entourage s'imagine que chouette, maman ou l'épouse va être à la maison et va pouvoir organiser plein de choses. Ce qui est important en post-opératoire d'une hystérectomie, c'est
que ça se fait très bien en ambulatoire et que les patientes peuvent rentrer de soi-même, mais qu'elles n'aient pas à gérer une maison, par exemple, ou un quotidien, mais qu'elles n'aient à s'occuper que d'elles. Et ça, il faut prévenir l'entourage et que l'entourage soit aidant. Nous, d'un point de vue chirurgical, ce qu'on va faire, c'est privilégier la voie mini-invasive, ne pas donner de morphinique pendant l'intervention pour que la patiente ne se réveille pas trop ensuquée, ne pas mettre de sonde urinaire, en tout cas simplement le temps de l'intervention, mais l'enlever à la fin de l'opération pour que la patiente reprenne rapidement une diurèse. Alimenter précocement la patiente, alors ça peut sembler bizarre. Moi, j'ai été élevé dans l'idée qu'il fallait attendre avant de réalimenter les patientes. Au contraire, on a remarqué que alimenter plus tôt les patientes, ça participait à la reprise du péristaltisme abdominal, du digestif, c'est-à-dire le tube digestif, il est animé par un mouvement qui fait la digestion des aliments. Il est important de réalimenter les patientes pour que assez rapidement pour que cette motilité digestive se remette en place, de les mobiliser également. La récupération, elle va être plus compliquée si la patiente a tendance à rester alitée. Alors, il ne s'agit pas de pousser trop fort et de se faire trop violence, mais on a bien remarqué que les patientes qui étaient en ambulatoire, par exemple, elles vont avoir un processus de réhabilitation après chirurgie qui va être accéléré puisque elles vont plus facilement se mobiliser à domicile. Ça, c'est possible s'il y a une bonne prise en charge analgésique des patientes. Si les patientes ont mal et n'ont pas les antalgiques qu'il faut, elles vont avoir tendance à rester au lit ou au fauteuil et à pas se mobiliser. D'où l'importance de bien prendre en charge la douleur. Merci beaucoup. Alors, ce qu'on vous propose maintenant, c'est de laisser la parole au docteur Gabreau. Docteur Gabreau, c'est à vous. On va vous mettre vos slides. Merci. Eh bien, bonsoir à toutes et merci pour l'invitation pour parler de la radiothérapie, de la curithérapie dans le cancer de l'endomètre localisé. Donc, une petite diapositive qui récapitule tout ce qu'on vient de dire. Donc, l'incidence du cancer de l'endomètre est en augmentation avec 120 000 cas en Europe en 2018 et 130 000 en 2020. Il y a 8000 cas en France qui est diagnostiqué par an et son incidence est en augmentation du fait du vieillissement de la population et du fait de l'augmentation par la suite des facteurs de risque tels que l'obésité. On l'a bien compris, il n'y a pas de dépistage organisé tel qu'est le cas pour le col et le cancer du sein et donc c'est très important en fait d'aller consulter son gynécologue lorsqu'il y a l'apparition d'un nouveau symptôme. En fait, quel que soit le cancer, l'organe qu'on va traiter, il faut retenir la notion de rupture avec l'état antérieur. Quand quelque chose change dans votre corps, il faut consulter. Et dans le cadre de la sphère gynécologique, donc le premier symptôme du cancer de l'endomètre, c'est les métrorragies post-ménopausiques. Saigner après la ménopause, ce n'est pas normal. Et avoir des pertes. Alors les pertes, c'est soit l'apparition de pertes, soit l'augmentation de la quantité, soit des pertes qui se modifient. Couleur. Voilà, couleur, odeur, ce que vous voulez, vous allez consulter. Des douleurs dans le bas-ventre, ça peut être aussi l'augmentation du périmètre abdominal. Donc c'est un peu plus rare, ça c'est plus dans le cancer de l'ovaire, mais ça peut arriver. D'accord? Donc il faut consulter dès qu'il y a une rupture avec l'état antérieur. Quelle est la place de la radiothérapie dans le cancer de l'endomètre? Alors, la radiothérapie, on peut l'utiliser, enfin, est utilisée dans 3 cas de figure. Ça peut être un traitement exclusif. C'est assez rare parce que vous l'avez bien compris, le premier traitement du cancer de l'endomètre localisé, c'est la chirurgie. Lorsque cette chirurgie ne peut pas être réalisée, on peut faire une radiothérapie exclusive, souvent accompagnée de chimiothérapie pour potentialiser, pour augmenter l'effet de la radiothérapie. Et le traitement sera clôturé par une curithérapie un peu plus complexe. C'est pas la curithérapie qu'on va aborder aujourd'hui, c'est une curithérapie complexe puisque l'utérus est encore en place. On va mettre un dispositif dans l'utérus. C'est l'équivalent un peu d'une curithérapie pour le cancer du col de l'utérus, d'accord? Donc, traitement exclusif, assez rare, uniquement pour les patientes qui ne peuvent pas être endormies, grosso modo. Le traitement adjuvant, donc le traitement post-opératoire, adjuvant, ça veut dire post-opératoire, ça veut dire après, c'est un traitement prophylactique. Donc là, c'est plus de 90% des cas, et c'est ce traitement-là qu'on va développer aujourd'hui. Donc, vous l'avez compris, avec le petit schéma là que je vous fais, d'accord? Le petit utérus, le chirurgien va faire en premier lieu une hystérectomie totale, non conservatrice, c'est-à-dire qu'il va enlever l'utérus, le col qui fait protrusion dans le vagin, les trompes, les ovaires, d'accord? Et
il va aller prélever les ganglions lymphatiques, parce que vous l'avez compris, tous nos organes sont drainés par le sang et les réseaux lymphatiques que sont les ganglions. Et c'est un voie, ce sont des autoroutes. La lymphe et le sang sont des autoroutes, ce qui permet au cancer d'aller ailleurs, de disséminer. D'accord? Et le chirurgien, il va faire une petite cicatrice. Il va enlever tout ça et il va faire une petite cicatrice dans le fond de l'utérus. D'accord? Donc, l'objectif de la radiothérapie, ou de la curithérapie, je vous remets mon diapo, c'est soit de traiter les ganglions et l'ancienne place de l'utérus, qu'on appelle la radiothérapie externe, pour réduire le risque de récidive, soit de venir traiter uniquement la cicatrice ici au fond du vagin par curithérapie. D'accord? Donc, le choix de ce traitement qui est radiothérapie externe ou curithérapie, ou radio et curie en même temps, ou radio-chimio et curie, va dépendre en fait de ce qu'on va obtenir au niveau de l'histologie. Ensuite, le traitement, dans le troisième cas de figure, c'est le traitement métastatique. Donc, soit pour traiter des patientes qui sont, le cancer est allé ailleurs, c'est-à-dire qu'elle est partie soit dans la tête, dans les poumons, dans des ganglions hauts situés dans le ventre ou dans le foie. Et on peut faire une radiothérapie très ciblée sur de petits volumes à très forte dose lorsque les métastases, lorsque la patiente est en état de oligométastatique, c'est-à-dire peu de métastases, inférieures à 5. Le but de cette radiothérapie stéréotaxique, c'est de faire disparaître la métastase ou de freiner sa progression, de la rendre statique. Et on peut aussi utiliser la radiothérapie dans le cadre de symptômes. Donc là, elle n'a plus de but, elle n'est plus en situation curative, elle est en situation palliative pour traiter un symptôme tel que le saignement ou la douleur. Et ça peut aller de 1 à 10 séances maximum. Alors, cette diapositive qui montre des courbes de survie en fonction des traitements et en fonction des mutations. C'est pour vous justifier le rôle de la radiothérapie dans le cancer de l'endomètre. Ce qu'il faut comprendre dans le cancer de l'endomètre localisé, on a 4 groupes. On a le groupe de bons pronostics. Alors, ces dames-là qui font le faible risque, elles n'ont aucun traitement adjuvant parce qu'en fait, qu'on fasse ou pas un traitement adjuvant, elles ont le même taux de récidive qui est très faible. Donc, il n'est pas question de leur donner de la toxicité avec un traitement prophylactique, puisque ces dames récidiveront peu. Et en tout cas, elles ont le même taux de récidive. Ensuite, on a des patientes qui sont considérées comme à haut risque. Ces patientes à haut risque, au risque de récidive. Donc, il va falloir majorer le traitement adjuvant. Et souvent, ces patientes, elles ont une radiothérapie pelvienne pour traiter l'ancienne place de l'utérus, les aires ganglionnaires, une curithérapie du fond vaginal, mais aussi de la chimiothérapie. Et au milieu, il y a un groupe intermédiaire. Intermédiaire seul et intermédiaire haut. D'accord? Ces patientes-là, elles vont bénéficier, alors pareil, soit d'une curithérapie seule, soit d'une radiothérapie accompagnée d'une curithérapie. Donc la curithérapie du fond vaginal seul est le traitement standard de ces patientes considérées comme intermédiaires pour réduire le risque de récidive vaginale. Parce que pour cette patiente considérée comme intermédiaire, le premier lieu de récidive, c'est la cicatrice qui était au contact de l'utérus, d'accord? De cette unité-là qui est issue de la même unité embryologique quand on est un fœtus. C'est pour ça qu'on l'enlève, parce que le risque, c'est qu'il y ait des microcellules. Et que ces microcellules, en fait, non visibles à l'œil nu, ni par le chirurgien, ni par les examens complémentaires, restent ici et développent la récidive dans les années qui vont suivre. D'accord? Donc ça, c'est pour les patientes qui sont dites intermédiaires. Pour les patientes intermédiaires hauts, qui ont des facteurs pronostiques tels que les emboles, le grade de différenciation cellulaire élevé, donc grade 3, et une mutation P53, ces patientes-là bénéficieront d'une radiothérapie pelvienne pour stériliser les ganglions, l'ancienne place de l'utérus, mais aussi d'une curithérapie. Et le tableau de gauche, alors le tableau de gauche, ce sont des courbes de survie en fonction du profil moléculaire que présentent les patientes. Donc il y a eu de l'avancée dans les cancers de l'endomètre. La classification va dépendre de nombreux critères, on va l'aborder après, et notamment le statut mutationnel de la tumeur. Donc la courbe bleue, la courbe toute droite, ces patientes-là, ce sont des patientes de bon pronostic qui présentent une mutation POL-E. Cette mutation n'est présente que dans 6 à 7% des cas. Et quand cette mutation est présente, on ne fait aucun traitement adjuvant puisque la survie de ces patientes est excellente. Ensuite, la courbe rouge, on voit que la survie est dégradée. Ce sont des patients qui présentent la mutation
P53, ce sont des patients considérés comme à haut risque. P53 est présent dans 10% des cas et on sait que la survie est moins bonne pour ces patientes-là. Et donc, le traitement adjuvant va être combiné, c'est-à-dire donc multiple, radiothérapie, chimiothérapie, curithérapie. Et au milieu, la courbe orange et la courbe verte, on a le profil MSI, instabilité des microsatellites, et indéterminé, donc ce sont des survies intermédiaires. Cette diapo est là pour justifier le traitement combiné par radio-chimiothérapie concomitante suivie d'une chimiothérapie adjuvante pour les patientes de haut risque. Ce traitement-là améliore la survie sans récidive chez les patientes présentant de nombreux facteurs de risque de récidive et une mutation TP53. Donc, la radiothérapie pelvienne 45 à 48 grés. En concomitant, on fait 2 cures de chimiothérapie. Semaine 1 en même temps que la radiothérapie et semaine 4. Cette chimiothérapie, petite chimiothérapie qui est là pour potentialiser l'effet des rayons. Celle-ci ne fait pas perdre les cheveux, toxicité rénale, toxicité auditive et ensuite suivie de 4 cures de chimiothérapie par carboplatine Taxol toutes les 3 semaines. Et celle-ci, malheureusement, fait perdre les cheveux des patientes. D'accord ? Quand on n'a que de la chimiothérapie, donc vous l'avez compris, concomitante, pas de perte de cheveux. Et après, il n'y a pas que ça comme effet secondaire, mais c'est l'effet secondaire chez les femmes qui est assez embêtant. Donc pour la classification de l'endomètre, qui s'est complexifiée dans ces dernières années, donc vous l'avez compris, 4 niveaux de risque pour celle qu'on appelle d'histologie endométriale, le faible risque, l'intermédiaire haut. Premièrement, une classification morphologique, la TNM, T pour tumeur, N pour node, ganglion, et M pour métastase. Donc la TNM, on la retrouve dans tous les cancers, c'est la taille de la tumeur. Donc vous l'avez compris, c'est la muqueuse endométriale, donc la muqueuse qui est interne à l'utérus, et donc en rose foncé, et en rose clair, c'est le myomètre, vous voyez par ma flèche. Donc le stade 1A, c'est une tumeur de l'endomètre qui va infiltrer le muscle derrière, le myomètre, mais sur une surface de moins de 50%. Le stade 1B, qui fait partie du groupe intermédiaire, la tumeur va infiltrer le myomètre, mais sur plus de 50%. Les intermédiaires hauts, c'est que la tumeur de l'endomètre va infiltrer le col. Et les hauts risques, donc la tumeur endométriale va pouvoir aller jusqu'à la séreuse, donc infiltrer probablement tout le myomètre jusqu'à la bordure de l'utérus. Elle peut infiltrer les trompes, les ovaires, un ganglion lymphatique, le vagin ou le paramètre. Le paramètre, c'est le tissu de soutien au pourtour du col. À cela, on va rajouter le grade de différenciation cellulaire et les emboles. 2 critères de mauvais pronostic. Quand ces 2 critères sont absents, la patiente reste de faible risque et donc n'a pas de traitement adjuvant. Quand ces 2 critères sont présents, elles vont faire rétrograder les patientes. Les patientes de faible risque avec un grade de 3 vont passer en stade intermédiaire et celles qui ont des emboles vont passer en stade intermédiaire haut. Donc, nécessairement, si vous l'avez compris, ces patientes-là vont bénéficier d'un traitement adjuvant. Pour les intermédiaires, curithérapie, car le risque de récidive est essentiellement vaginal. Et pour les intermédiaires hauts, celles qui ont des emboles, elles vont bénéficier d'un traitement souvent combiné, soit radiothérapie et curithérapie, soit radio-curie et chimiothérapie. À cela vient s'ajouter les mutations pôle E et P53. Les mutations pôle E, elles sont recherchées dans le stade du 1A au 2. Lorsque la mutation pôle E est retrouvée, uniquement dans 6% des cas, toutes les patientes qui devaient bénéficier d'un traitement adjuvant par curithérapie ou radiothérapie n'auront aucun traitement adjuvant. Donc ces mutations-là, c'est un véritable avancée dans le cancer de l'endomètre, puisqu'en fait, ça permet de rétrograder. On sait que ces patientes-là, malgré les critères de mauvais pronostic présentes dans l'histologie, on sait qu'elles présenteront le même taux de récidive que les patientes de faible risque. Pour les patientes présentant de la mutation TP53, alors même les patientes initialement étiquetées faible risque, on sait que leur taux de récidive sera important. Et donc ces patientes-là vont rétrograder et vont nécessiter d'un traitement combiné, comme les patientes de haut risque, par radio-chimiothérapie, chimiothérapie adjuvante et curithérapie dans l'intervalle. Maintenant, pour la radiothérapie. Alors, la radiothérapie, c'est un traitement qui est ambulatoire. C'est tous les jours.
du lundi au vendredi, sauf les week-ends, les jours fériés. C'est 5 semaines de traitement, d'accord? Et c'est 15 minutes par jour. Avant tout traitement par radiothérapie, que ce soit radiothérapie ou curithérapie, vous allez avoir un scanner dosimétrique. Ce scanner, il sert à deux choses. À vous donner votre position de traitement, c'est-à-dire que vous êtes allongé, les bras au-dessus de la tête, vous êtes allongé de manière confortable. Et on va faire des traces sur le corps, soit avec des pansements, soit des tatouages, ça dépend des centres. Ces traces et ces tatouages vont correspondre, lorsque vous allez arriver dans la salle de traitement, à des faisceaux laser. En fait, on va faire correspondre les faisceaux laser de la pièce aux marques sur le bassin pour pouvoir ajuster la bascule de votre bassin. Ce qui va permettre que pendant les 25 séances, vous allez avoir une position reproductible et qu'on va traiter toujours au même endroit. Hein, parce que si on ne traite pas au même endroit, il y a un petit problème. Donc, en premier, le scanner de simulation. 1 à 2 semaines après commence le début des rayons et ce, 25 fois. Les séances durent 15 minutes. Le temps de traitement est rapide. C'est de l'ordre de 3 à 5 minutes. Vous êtes allongé dans la pièce. La machine fait une première fois un tour autour de vous pour faire un scanner, pour voir si vous êtes bien positionné. Et ensuite, elle retourne autour de la patiente et elle traite, elle envoie les rayons. Quand pendant le traitement, vous ne voyez pas le rayon, vous ne le sentez pas et vous ne l'entendez pas. Et quand vous sortez de la pièce, vous n'êtes pas radioactive. Donc, vous pouvez interagir avec des enfants, des femmes enceintes, et tout le monde autour. Ce qu'on demande à toutes les dames, c'est d'avoir la vessie pleine. Alors justement, ça répond à la question de tout à l'heure. Pourquoi? Parce que on a horreur du vide, l'utérus part et le tube digestif va descendre. Il va prendre la place de l'utérus. Le tube digestif est sensible aux rayons. Pour diminuer les effets secondaires type diarrhée, on va demander de remplir la vessie, toujours de la même manière, c'est-à-dire que 30 minutes avant de passer, vous videz la vessie et vous buvez une demi-bouteille d'eau, 50 centilitres, pour avoir toujours une vessie remplie de la même manière. Et ça va permettre de faire remonter le tube digestif et donc de diminuer les toxicités digestives. On demande aussi que le rectum soit vide, parce que si le rectum est plein, il passe en avant et donc il rentre dans la zone de traitement. Donc pour réduire les effets secondaires au niveau du rectum, on demande à ce que le rectum soit vide. En radiothérapie, vous êtes vu tous les jours par les manips et toutes les semaines par un médecin pour évaluer la toxicité aiguë. Concernant la curithérapie, donc pareil, qui dit curithérapie dit scanner dosimétrique. La curithérapie exclusive, quand elle est toute seule, c'est de l'ordre de 3 à 4 séances. C'est ambulatoire et c'est 2 séances par semaine. C'est-à-dire que la patiente arrive, donc alors pour l'exclusif, 3 à 4 séances, après radiothérapie externe, uniquement 2 séances et à la fin des radiothérapies externes, dans la semaine qui suit ou une semaine après. Comment ça se passe? Alors, la patiente est en position gynécologique, on va introduire un dispositif, soit un dispositif industriel qui est la première image à gauche, donc en fait ça correspond à une sonde endovaginale, la taille sera adaptée à la taille du vagin, soit un moule qui est soit un moule déjà préfait, soit on le fabrique à partir de l'anatomie de la patiente. L'efficacité est la même, hein, c'est juste ce que le centre a à disposition. Donc on met le dispositif en butée contre la cicatrice vaginale. Le but est de traiter à 5 mm de la cicatrice, donc on va venir en butée. La patiente allonge ses jambes, d'accord, donc on passe à une position allongée. Le dispositif est relié à un projecteur de source, donc c'est l'image du bas, qui lui va délivrer les rayons. Ce sont les mêmes rayons que ceux de la radiothérapie externe, sauf que c'est délivré à l'intérieur de l'organe. Lorsque ça irradie, pareil, vous n'entendez rien, vous ne voyez rien, et surtout vous ne sentez rien, c'est un traitement qui est indolore, et ça dure 5 minutes. D'accord. Ce qui prend le plus de temps, c'est se mettre en position gynécologique et faire un examen clinique avant. Le but, comme on l'a dit, réduire le risque de récidive vaginale. Donc ça, c'est la dosimétrie. Donc 2 images pour vous montrer que qu'il y a un temps de travail dessus. C'est essentiellement un temps médecin et physicien. Le médecin va contourer ce qu'on doit traiter et va contourer les organes à risque à protéger. Et le physicien, il va mettre la dose là où il faut la mettre, donc soit au niveau du pelvis, soit au niveau de la voûte vaginale. Et on voit en fait que les champs d'irradiation entre radiothérapie externe et curithérapie, mais forcément, sont différents. La radiothérapie externe, c'est un champ plus large, la vessie va recevoir plus de doses, le rectum va recevoir plus de doses, alors que la curithérapie est une irradiation concentrique autour de l'organe, et donc la vessie devant sera protégée, assez épargnée, et le rectum aussi. Donc finalement, le taux de toxicité est beaucoup plus faible en curithérapie. Donc pour les effets indésirables de la radiothérapie, ce qu'il faut comprendre, c'est que en radiothérapie, il y a les effets secondaires aigus en cours de traitement et quelques semaines après la fin du traitement, et les effets secondaires tardifs.
Ce qui nous intéresse, ce sont les effets secondaires tardifs, puisque ce sont les effets secondaires que vous allez garder. En aigu, les effets secondaires arrivent au bout de la 2e, 3e semaine de traitement. Je n'ai noté sur cette diapo que les toxicités de grade 2, c'est-à-dire les toxicités qui nous enquiquinent. Par exemple, une diarrhée de grade 1, c'est moins de 4 selles par jour. Une diarrhée de grade 2, c'est plus de 4 diarrhées par jour. Donc là, ça commence à devenir enquiquinant. Ce qu'il faut retenir, c'est que la moitié des patientes vont présenter des toxicités digestives et un tiers des patientes vont présenter des toxicités génito-urinaires. Avec la radiothérapie, les effets secondaires sont locaux, régionaux. Donc devant, il y a la vessie, derrière, il y a le rectum, en haut, il y a le tube digestif et en bas, il y a le vagin. Donc ce sont ça essentiellement les effets secondaires. Une prédominance pour les toxicités digestives, puisque le tube digestif descend, comme on l'a dit, et on note qu'il y aura 25% de diarrhée de grade 2. Lorsqu'il y a des nausées, c'est lorsque le champ de radiothérapie monte très haut, en dessous de l'estomac, pour une irradiation lombo-aortique. Donc c'est pas toutes les patientes, c'est celles qui présentent des ganglions lombo-aortiques. Sinon, il y a très peu de nausées. Et dans les effets secondaires tardifs gastro-intestinaux, on note surtout un intestin irritable et le risque de rectite radique. Et le taux de toxicité est à moins de 5% en tardif, c'est-à-dire ça apparaît au bout de 6 mois. D'accord. Sur le plan génito-urinaire, donc un tiers des patientes vont en présenter, mais seulement moins de 5% seront de grade 2. Et en tardif, on note des toxicités de grade 2 pour 2% des cas. La toxicité génito-urinaire, c'est essentiellement la cystite radique. Ce sont des symptômes d'infection urinaire, des impériosités, des envies plus fréquentes d'aller uriner et des difficultés à se retenir avec des brûlures mictionnelles. Et bien sûr, on note la sécheresse vaginale. Alors, cette sécheresse vaginale, elle est en lien aussi avec la ménopause, mais la radiothérapie augmente surtout la curithérapie, l'atrophie, elle entraîne une atrophie de la muqueuse, sécheresse vaginale avec un risque de synéchie, c'est-à-dire d'accollement des parois du vagin. On va en venir. Qui est quand même moins fréquent que dans le cadre du cancer du col puisque les doses sont plus réduites. Donc ça, c'est une diapo pour vous montrer que la curithérapie donne essentiellement des effets au niveau du vagin, et ces effets du vagin sont plus importants qu'une radiothérapie seule, que pour limiter ces effets au niveau du vagin, on préconise 6 à 8 semaines après la réalisation de la curithérapie de reprendre l'activité sexuelle, et si celle-ci n'est pas possible, d'utiliser des dilatateurs que vous avez là sur la diapositive, de taille adaptée, 2 fois par semaine, 10 minutes par jour, pour habituer le vagin à s'étendre. Et une fois que la patiente a fini sa séquence adjuvante de radiothérapie, de curithérapie ou de radiochimiothérapie, on laisse place à la surveillance. Donc la surveillance, c'est tous les 4 à 6 mois, donc tous les 4 mois les 2 premières années, ensuite tous les 6 mois. L'examen clinique est un élément clé, d'accord, pour visualiser au spéculum cette cicatrice vaginale, d'accord, parce que c'est un lieu de récidive, pour une palpation abdominale et la palpation des aires ganglionnaires. Et on fait plus ou moins un scanner en fonction du niveau de risque de la patiente, surtout quand c'est des types histologiques non endométrioïdes ou qui ont une atteinte ganglionnaire. Ce qui est important aussi, c'est que là aussi, c'est comme au moment du diagnostic, il ne faut pas hésiter à consulter lorsqu'il y a une rupture avec l'état antérieur, c'est-à-dire de nouveaux saignements, tant sur le plan vaginal que sur le plan rectal ou vésical, parce qu'en fait, ça peut être le signe de toxicité tardive de la radiothérapie, et ces toxicités, il faut les prendre en charge. Donc, une rectite radique, on aura tendance à vous adresser à un gastro-entérologue pour faire du plasma argon, c'est-à-dire cautériser les petits vaisseaux responsables des saignements, et s'il y a des récidives, des saignements vaginaux, faut tout de suite consulter pour voir qu'il n'y ait pas lieu à une récidive. Et important de reprendre les rapports sexuels, sinon dilatateurs vaginaux, et d'avoir un support psychologique et de consulter auprès d'un sexologue, surtout quand ça reste un traumatisme quand même de toucher cette sphère intime. Et souvent, il n'y a pas de problème anatomique. Souvent, le problème est de l'ordre psychologique. Donc, faut pas hésiter à les consulter. Voilà. Si vous avez des questions. Merci beaucoup pour ce topo super pédagogique et très très complet. Donc pour le moment on n'a pas de questions, donc n'hésitez pas à en mettre. Mais par rapport à cet échange, je voulais rappeler que sur notre réseau on a un groupe vie intime et sexualité où les patientes peuvent échanger aussi entre elles, et ça participe aussi à rassurer parfois d'avoir une patiente qui est passée par là, qui va mieux, puis qui vous dit qu'en fait ça remarche très bien, et ça c'est déjà vachement bien, ça donne un peu d'espoir. Ça n'empêche qu'effectivement on n'ose pas toujours aborder le sujet,
Et c'est vrai que c'est souvent très important que vous, les médecins, vous nous posiez des questions sur comment ça se passe ou en nous orientant, en nous disant que dans tel ou tel, enfin que vous avez dans vos équipes des personnes qui peuvent nous aider tout de suite ou dans quelques temps. On a vraiment besoin d'être rassurés, c'est certain. Au début, on est concentré pour se soigner et après, bah, il faut quand même retrouver de la qualité de vie. Et du coup, comme le temps file malheureusement extrêmement vite, je propose qu'on reprenne le cours aussi de notre échange ce soir, donc autour des cancers de l'endomètre donc localisés et qui peuvent toucher rarement les femmes jeunes. Et donc, dans cette dernière partie, le professeur Koskas va nous rappeler voilà, que ça peut exister chez les femmes jeunes et qu'en fait, il y a aussi la possibilité de parfois, dans un contexte donné, préserver la fertilité. Et on a la chance d'avoir un témoignage extraordinaire ce soir. On va pouvoir donner la parole à Caroline dans quelques minutes, qui va nous dire déjà ce qu'elle pense de cette webconférence, si elle est utile, et surtout apporter un message, je pense, extrêmement précieux aux femmes jeunes pour vivre et la possibilité d'avoir un bébé après un cancer de l'endomètre. Donc, on vous repasse la parole à tous les deux. Et pendant ce temps-là, voilà, on va mettre vos questions aussi. On reprendra le temps de questions en toute fin. Merci beaucoup, Laure. Effectivement, moi, je vais faire très court parce que je pense que le témoignage de Caroline est plus informatif. En tout cas, c'est vrai qu'on peut avoir parfois le défaut, les médecins, d'utiliser trop de jargon médical et vraiment, je voudrais d'emblée remercier beaucoup Caroline de sa participation ce soir. Donc, on l'a un petit peu évoqué, le cancer de l'endomètre, il est essentiellement lié à l'hyperostrogénie, avec des facteurs de risque qui sont pas pandémiques dans nos pays, mais qui peuvent l'être par exemple aux États-Unis, l'obésité, la nulliparité, le diabète, l'exposition aux oestrogènes seuls. C'est pour ça qu'une patiente qui a son utérus, on ne lui donnera jamais un traitement hormonal substitutif avec seulement des oestrogènes. On va compenser l'effet de ces oestrogènes par la progestérone. Schématiquement, les oestrogènes, ils vont stimuler l'endomètre. Le problème de stimuler un tissu, c'est qu'on va favoriser des divisions cellulaires et que plus il y aura de divisions cellulaires, plus à un moment dans ces divisions, il va pouvoir y avoir une erreur au niveau de l'ADN et le développement d'une tumeur. Cet anti-œstrogène naturel, c'est la progestérone. C'est pour ça que les grossesses, un nombre élevé de grossesses, ça protège du cancer de l'endomètre. Là où il y a une nulliparité, c'est le fait de ne pas avoir eu de grossesse, ça va plutôt favoriser le cancer de l'endomètre. Dans l'hyperostrogénie, il y a aussi la ménarche précoce, les femmes qui auront eu leur règle tôt, ou une ménopause tardive après l'âge de 55 ans. Ça va aussi exposer dans sa vie une femme à plus d'oestrogènes et donc favoriser ce cancer de l'endomètre. On l'a évoqué un petit peu, il y a une circonstance qu'il faut connaître, qui est le syndrome HNPCC. Son nom propre, c'est Lynch, L-Y-N-C-H, qui est une anomalie, cette fois constitutionnelle, hein, qui touche toutes les cellules de l'individu qui en est atteint et qui va moins bien réparer des erreurs au moment de ces divisions cellulaires, en particulier au niveau de l'endomètre et du côlon, et qui va favoriser des cancers de l'endomètre et du côlon. C'est important que ces patientes soient identifiées, c'est souvent le cas. Elles font l'objet, alors c'est la seule circonstance où il y a un dépistage particulier, et pour éviter chez ces femmes jeunes de faire un cancer de l'endomètre, dans le cas d'un syndrome HNPCC, on va pouvoir leur proposer, une fois que leur projet parental est accompli, une fois qu'elles ont eu les enfants qu'elles voulaient avoir, une hystérectomie prophylactique pour éviter qu'elles fassent ce cancer de l'endomètre. Et puis, comme dans tous les cancers, régulièrement, on n'a pas de facteur de risque. On peut ne pas être obèse, avoir eu des enfants, ne pas être diabétique, ne pas avoir été exposé aux oestrogènes seuls, ne pas avoir eu ses premières règles précocement, ne pas avoir de syndrome de Lynch et avoir un cancer de l'endomètre. Et ça, c'est important de le dire. C'est vrai que les patients, quand ça les concerne, ils comprennent pas. Il y a un sentiment d'injustice qui est normal, hein, mais ça reste quand même, il y a une part de hasard qu'on ne maîtrise absolument pas, et en tout cas pour lesquels aujourd'hui on n'est pas capable de dire pourquoi cette femme va faire un cancer de l'endomètre sans les facteurs de risque qu'on a détaillés. Alors, le professeur Lavoué vous l'a dit, le cancer de l'endomètre, il survient
avec un âge médian à 69 ans, c'est-à-dire que la moitié des patientes qui ont un cancer de l'endomètre ont plus de 69 ans, l'autre moitié a moins de 69 ans. Mais parfois, il survient chez des femmes jeunes qui ont un projet de grossesse. Et à ce moment-là, c'est déjà compliqué de parler d'hystérectomie chez une patiente qui aurait eu les enfants qu'elle voulait avoir et après la ménopause. Mais cet utérus, c'est vraiment dans l'imaginaire, mais aussi dans les faits, finalement, ce qui va porter la grossesse et la prise en charge des patientes, elle est compliquée et surtout le vécu des patientes est compliqué. Et là, on a un rôle important d'accompagnement. Moi, je m'occupe à Bichat d'un centre qui s'appelle le centre Préfère. Préfère, c'est pour préservation de la fertilité en cas de cancer de l'endomètre. C'est une circonstance rare, donc il n'y a qu'un centre qui s'en occupe en France et qui collige les cas et qui, au niveau national, et qui donne des avis aux collègues qui pourraient être confrontés à cette circonstance. Dans le cadre de cette prise en charge Préfère, on propose maintenant, après avoir vu de nombreuses patientes, une prise en charge psychologique systématique. Je vous ai dit dans la présentation précédente que le traitement du cancer de l'endomètre, c'était l'hystérectomie, c'était d'enlever l'utérus, qui était une hystérectomie totale, on enlevait le col et les annexes. Il est possible, et ça c'est décrit depuis 50 ans environ, de conserver l'utérus grâce à l'anti-œstrogène naturel, qui est la progestérone. On va pas pouvoir faire cette prise en charge conservatrice pour toutes les femmes jeunes qui auraient un désir de grossesse, qui auraient un cancer de l'endomètre. On va vouloir vérifier que le cancer de l'endomètre, il est limité à l'endomètre, qu'il n'infiltre pas le myomètre. Dans le cas où la tumeur infiltre le myomètre, c'est les tumeurs de stade 1B dont vous parlez le docteur Gabreau. Quand ça infiltre le muscle utérin, à ce moment-là, on ne peut pas faire de traitement conservateur. On va aussi demander aux pathologistes, c'est le médecin qui regarde au microscope la tumeur, de nous confirmer que les facteurs de mauvais pronostic que vous avez évoqué le docteur Gabreau, qui sont la mutation P53 par exemple, ne soient pas présentes chez cette patiente. Comment on va faire ce traitement conservateur? Eh bien, on va donner l'anti-œstrogène naturel, qui est la progestérone, sous la forme de comprimés, qui sont à prendre tous les jours, ou sous la forme d'un stérilet, qui va aller directement dans l'utérus au contact de l'endomètre, délivrer de la progestérone. Ça va avoir pour effet d'atrophier l'endomètre et, dans 80% des cas environ, de faire régresser la lésion tumorale. Évidemment, il faut faire une surveillance rapprochée, puisque si on arrive, dans environ 80% des cas, à faire disparaître la lésion, elle a tendance à récidiver, cette lésion endométriale, au point qu'une fois que là où les grossesses qui ont été obtenues, on va proposer systématiquement une hystérectomie. Donc le centre Préfère, moi je dis souvent que c'est mon 4e enfant. L'idée, c'était ma thèse de médecine, c'était en 2009. C'est une idée qui est assez ancienne. C'est un auteur qui s'appelle Kempson, qui l'a décrit il y a déjà 70 ans. Ce cher docteur Kempson, il avait pris en charge une patiente jeune de 25 ans environ, qui avait un cancer de l'endomètre. Il a eu l'idée de lui donner de l'anti-œstrogène, donc cette progestérone, et puis la lésion a disparu, et puis elle a pu avoir une grossesse. C'est resté assez confidentiel pendant des années, et puis là je vous ai mis un graphique avec le nombre de publications sur PubMed. PubMed, c'est l'organe qui nous sert à nous informer les docteurs, on va pouvoir consulter les études. Vous voyez que le nombre de publications qui concernent la préservation de la fertilité dans le cancer de l'endomètre, ça a beaucoup augmenté et ça continue d'augmenter. Cette prise en charge, elle est multidisciplinaire, c'est-à-dire que il y a tout un réseau avec moi qui est le pathologiste, celui qui regarde la tumeur au microscope, le radiologue qui va vérifier que la tumeur n'infiltre pas le myomètre, le psychologue, le nutritionniste parfois, parce que ces patients sont souvent en surpoids ou obèses. Bref, il y a toute une équipe qui va se constituer pour tenter de proposer chez les patients qui peuvent en bénéficier une prise en charge conservatrice. Aujourd'hui, on a pris en charge environ à Bichat une centaine de patientes, 400 au niveau national. On ne demande pas aux patientes de venir systématiquement à Bichat. On peut tout à fait passer par leur gynécologue qui va nous solliciter s'il a besoin d'un avis. Et puis, il y a environ 100 grossesses qui ont pu
être obtenue par ce biais-là. Ça veut dire que toutes les patientes n'obtiennent pas une grossesse, il faut le dire d'emblée, et c'est une information qu'on délivre évidemment dès le début de la prise en charge aux patientes. Je crois que j'ai assez parlé, ce sera beaucoup plus concret et intéressant avec le témoignage de Caroline, et je vous remercie encore de l'organisation de cette soirée. Caroline, je suis très heureux de vous passer la parole. Merci, j'active le micro. Bonsoir à tous. Je suis ravie, un peu émue de témoigner ce soir. Voilà, pendant tout le long de la webconférence, je me suis dit, ah oui, il faudra que je rebondisse là-dessus, il faudra que je parle de ça. En fait, c'est tellement riche et tellement dense, je vais essayer d'être concise dans mon témoignage, mais pour moi, c'était important et je vous remercie vraiment de me laisser cette occasion parce que mon témoignage, pour le coup, mon histoire, elle est pleine d'espoir, cette histoire, et elle est positive, et je sais à quel point dans ces moments-là, on a besoin de ça. Et donc voilà, je suis ravie de le partager. Je vais essayer de faire court, mais voilà. Donc en gros, donc moi, c'était il y a 10 ans. J'étais en recherche d'une grossesse. Hein, voilà, j'ai essayé pendant plusieurs mois, je crois à peu près 1 an, ça ne fonctionnait pas. Je n'avais pas de symptômes particuliers qu'on a pu mentionner avant, de l'obésité, etc. J'avais rien de tout ça. Et puis très classiquement, mon gynécologue de l'époque m'a orienté vers une stimulation ovarienne sans aucun examen avant, et donc on a démarré comme ça, plein pot. Et puis, au bout d'un certain temps, ça ne fonctionnait pas. On fait une hystérographie. Donc là, cette fois, on me découvre un polype. Et on me dit, ah ben, ce polype, de toute façon, il vous empêche d'être enceinte. C'est ça qui doit bloquer. On m'enlève le polype, première opération. Et ce polype, après analyse, on me dit, ah, il y a des cellules qui semblent hyperactives, mais c'est sûrement à cause de la stimulation. Vous inquiétez pas. Mais bon, c'est peut-être un cancer. Mais bon, non, c'est peut-être pas. Et alors là, le cauchemar commence. Surtout que j'ai l'impression d'être face à des gens qui ne savent pas trop. Donc, on est soi-même perdu. Et si en face, nos référents sont perdus, c'est compliqué, quoi. Et donc, quelques jours après, ça tombe. Effectivement, ce sont des cellules cancéreuses. Donc là, gros coup dur parce que c'est double peine, quoi. On se dit, ok, j'arrive pas à avoir ce bébé tant espéré, tant attendu. Et finalement, en plus, on m'annonce un cancer. Donc, c'est très, 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 très compliqué émotionnellement. Et puis à digérer et à comprendre, en fait. Parce que finalement, derrière l'équipe médicale qui s'occupait de moi à ce moment-là, en gros, me fait comprendre qu'ils ne savent pas trop ce qu'il y a à faire, mais on va m'envoyer à Gustave Roussy, ils seront mieux. Et puis, à Gustave Roussy, heureusement, ils me disent, attendez, il y a quelqu'un qui s'est spécialisé là-dedans, on va vous envoyer vers le professeur Koska. Et là, ça a tout changé parce que d'un coup, j'étais face à quelqu'un qui maîtrisait le sujet. Alors bien plus que moi, et c'est ça aussi qui est important, je trouve, dans ce type de conférence, c'est qu'en fait, vous donnez toutes les explications qui manquent au départ, et quand on est d'un coup projeté là-dedans, je comprenais rien. Je sais pas si vous vous rappelez pour ça, mais je notais tout. Vous avez dit quoi et ça s'écrit comment et qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, je comprenais rien, j'étais perdue, c'était compliqué. Et je me suis dit, ok, tu es avec quelqu'un qui maîtrise le sujet, laisse-toi porter. En fait, de toute façon, je n'avais pas trop d'autres choix. Je me suis laissée porter. On a commencé avec des opérations de curetage, j'appelle toujours ça comme ça, je ne sais pas si c'est le bon terme, hein, mais pour aller un peu gratter l'endomètre, les traitements progestatifs, des biopsies très régulières pour voir où en est l'endomètre, etc. Donc voilà, j'étais ballottée de rendez-vous en rendez-vous, mais toujours en confiance. Mais par contre, moi, je savais pas où est-ce que tout ça allait atterrir. Et au final, en fait, je me battais pas que contre un cancer, je me battais aussi surtout, au fond, pour avoir cette grossesse, parce que
limite, dans ma tête, ça n'avait plus de sens si je ne pouvais pas avoir cette grossesse. Donc c'est ça qui est difficile, je trouve, dans le cas des jeunes femmes, voilà, en recherche d'un bébé, c'est que c'est vraiment double peine. Et des réponses médicales, j'en avais, mais du soutien par des témoignages ou des explications, voilà, plus concrètes pour moi, j'en trouvais pas. Comme tout le monde, je cherchais bêtement sur Internet et sur Internet, tout ce que je trouvais, c'était hystérectomie parce que c'est un cancer de femme ménopausée. C'est tout ce que je trouvais, en tout cas à l'époque. Aujourd'hui, heureusement, il y a de plus en plus quand même d'écrits là-dessus. Et puis, j'espère aussi que ce type d'action va aider. Et c'est pour ça que pour moi, c'est important de témoigner. Parce que oui, il y a des issues positives. Moi, au bout de 6 mois de traitement seulement, on m'a dit ça y est. Je me rappelle du terme, c'était endormi. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai entendu. Il s'est endormi. Ça ne veut pas dire que vous êtes guéri. C'est que pour l'instant, c'est endormi et ça y est, go, on a cette fenêtre de tir tant attendue. Donc, on a enclenché le protocole PMA. Mon endomètre était très, très fragilisé puisque j'avais eu 3 opérations quand même avant. On l'a quand même enclenché même s'il n'était qu'à 6 alors qu'il devait être à 10 pour une meilleure nidification. On m'a mis un petit embryon et je me souviendrai toute ma vie. C'est comme ça que des fois j'appelle ma fille, c'est mon top embryon. On m'a dit tu as un top embryon, on va mettre celui-là, voilà. Et donc mon top embryon s'est accroché. C'est mon petit bébé miracle. Inespéré, enfin voilà, j'ai une grossesse incroyable, merveilleuse, voilà, bon, alité à la fin, mais on s'en fiche, ça c'était pas grave. Ma poupée est arrivée en très très bonne santé et j'étais déjà au comble du bonheur. Et il a fallu après finalement se reposer des questions tout de suite parce que la bulle de la grossesse m'a laissé un peu libre et à l'écart du sujet cancer. Mais après avoir accouché, effectivement, j'ai revu tout de suite le professeur Koska qui m'a dit que, bon, statistiquement, il y avait une temporalité avant que le cancer revienne. J'étais, étant donné que ça avait marché tout de suite, encore dans cette temporalité possible. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Là, la décision m'appartenait. Les résultats étaient bons. Donc, gros questionnement. Mon projet de vie, c'était d'avoir 2 bébés. Je me dis, OK, j'ai déjà la chance d'en avoir eu un. Est-ce que je mets ma vie en danger alors que j'ai ce bébé qui a besoin de sa maman? Enfin, à nouveau, c'est très, très compliqué, tout ça, à gérer, à prendre ses décisions. Et à l'époque, j'ai entendu tout à l'heure qu'il y avait maintenant un accompagnement psychologique systématique. Je peux que le féliciter parce que c'est tellement, mais tellement, tellement important. Et c'était tellement méconnu à l'époque que même des fois, on me disait « Mais non, tu as un cancer du col de l'utérus, c'est ça, un papillomavirus ». Et même dans le corps médical, des fois, ou des infirmières, c'est ce qu'on me disait. Donc, j'avais de toute façon toujours l'impression qu'on ne comprendrait pas. Et donc, m'orienter vers un psychologue de ville qui est loin de tout ça, je pense, je n'aurais pas compris, en fait. Voilà, c'est ce que je me disais à l'époque. Donc, que maintenant, il y ait cette possibilité-là, c'est incroyable. Et donc, j'ai quand même, voilà, j'ai écouté mon instinct, j'ai décidé de me lancer dans cette 2e grossesse. On allait réenclencher un protocole PMA et j'ai eu la joie de découvrir un test de grossesse positive puisque j'ai mon 2e bébé, mon bébé cadeau, du coup, qui est venue toute seule me rejoindre. Voilà, pareil, une grossesse qui s'est très très bien passée. Bon, un accouchement pour les deux peut-être un peu particulier parce que finalement l'utérus était très fatigué, il a jamais voulu contracter tout seul, donc on a fort de la première expérience, on a amélioré le 2e accouchement, voilà. Mais voilà et peut-être 3 mois après, je crois, on a tout retiré, donc le col de l'utérus et les trompes. À ce moment-là, de mémoire, on m'avait laissé mes ovaires parce que les examens montraient que ça allait, donc pour éviter d'être ménopausée.
oui, je me suis posé toutes ces questions de la place de l'utérus dans mon ventre. Je ne sais pas si vous vous souvenez, professeur, mais c'est une des questions que j'avais posées. Qu'est-ce qui va se passer? En fait, je le vivais comme un trou énorme, un trou noir. Et c'est affreux à dire parce qu'en fait, après ça, la vie démarre, la vie de maman démarre. Et la bulle de soins cancer s'arrête et finalement on est projeté dans ce bonheur qu'on a tant attendu et qui était inespéré, et puis tu as survécu, c'est génial, et tu te rends compte, tu as tes 2 enfants, c'est génial, et oui, tout est génial, mais il y a ce trou qui est tellement difficile à gérer. Et on se dit, mais on n'a pas le droit de se plaindre de ce trou parce qu'on est vivant et parce qu'on a ces 2 bébés. Et voilà, mais c'est très difficile finalement à vivre. Il y a un temps d'acceptation. C'est pas difficile à vivre pendant des années. Enfin, en tout cas, moi, ça n'a pas été le cas. Mais il y a eu ce temps d'acceptation qui a été important et pareil. Moi, personnellement, j'ai dû m'auto-analyser toute seule et m'accompagner toute seule. Et c'est bien que ça progresse là-dessus aussi pour le après, parce que voilà, le après n'est pas si évident que ça, même si la fin est heureuse. Mais voilà, donc l'histoire est belle parce que j'ai 2 poupées, l'histoire est belle parce que j'ai eu la chance de rencontrer le professeur et d'être portée par ses compétences, ses soins, et voilà. Je ne sais pas quoi dire d'autre, je ne sais pas ce que je peux témoigner. En tout cas, nous, on peut vous dire sincèrement un immense merci, Caroline, de votre témoignage qui est vraiment très, 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 très précieux. Et donc, c'est l'occasion de dire que notre conférence sera en replay, donc on pourra retrouver votre témoignage et on fera certainement un focus particulier pour dire que cette parole, on pourra la retrouver pour d'autres jeunes femmes qui tomberaient malades. Et j'ai envie de vous poser une question un petit peu à tous les deux. En fait, on voit bien là, notamment pour les femmes jeunes, quand on a préparé cette conférence, professeur, vous nous avez dit, en fait, les jeunes couples qui ont des difficultés ou qui se font accompagner pour avoir un bébé, en fait, il y a tout un groupe de jeunes femmes qui vont être diagnostiquées de telle ou telle problématique à ce moment-là. Et donc, il y a la problématique d'être bien orientée aussi. Et en cancer gynéco en général, c'est une vraie question. Là, on a vu de magnifiques robots qui nous opèrent avec des tout petits trous qui font finalement mais on a ce besoin d'expertise. Est-ce que vous pouvez nous expliquer où retrouver finalement les centres experts pour la chirurgie gynéco des cancers gynéco, qui est un vrai sujet, et notamment pour des femmes jeunes comme ça, est-ce que typiquement tous les centres qui font de la PMA sont au courant de votre expertise d'accompagnement? C'est un vrai sujet, l'orientation, et comme vous l'avez très bien dit, Caroline aussi, la confiance qu'on va trouver au moment terrible de se dire, je voulais faire un bébé, en fait j'ai un cancer, on fait quoi? Se retrouver là avec une équipe de soins qui vous accompagne dans ces moments si difficiles et pour vous sentir au moins au bon endroit, c'est majeur. Donc voilà, c'est ma question un peu longue, mais je crois qu'elle est en tant qu'association de patients aussi, on a vraiment à cœur de participer à cette orientation la meilleure possible. Alors, dans le cadre du diagnostic de cancer d'endomètre ou de l'hyperplasie atypique, j'en parle parce que je l'ai vu dans les témoignages, c'est vraiment l'entité qui précède le cancer de l'endomètre, on les amalgame dans le cadre de la prise en charge conservatrice. C'est vrai que dans 60-70% des cas, c'est diagnostiqué à l'occasion d'un bilan d'infertilité. Et on n'a pas le symptôme métrorragique post-ménopausique. Alors les autres 30-40% des cas, c'est des patients qui vont rapporter des règles abondantes ou des saignements entre les règles, qui va motiver une échographie, une hystéroscopie, une résection de polypes. Qu'est-ce qui se passe quand finalement le diagnostic vient du pathologiste? C'est le médecin qui regarde au microscope le prélèvement endométrial qui va dire « Ah, c'est pas comme d'habitude ». Alors, un des réflexes du pathologiste avant de signer un compte rendu de pathologie, c'est de regarder l'âge de la patiente et
les renseignements qu'on lui a fournis sur la demande d'analyse. Dans ce cas-là, aujourd'hui, le centre préfère, il est bien identifié comme pouvant donner des avis aux collègues sur les prises en charge, et les recommandations, les dernières, on figure bien, et théoriquement, de la part des gynécologues, il n'y a pas de... On est bien identifié, on est sollicité plusieurs fois par semaine, et je suis pas très inquiet de ça. Évidemment, il faut libérer la parole, il faudrait pas qu'une patiente reste seule avec son diagnostic. Là où votre réseau est hyper important et où les patientes ont un rôle important, c'est surtout d'expliquer tout le parcours après. Et moi, j'ai quelques patientes comme ça, ressources, qui, comme Caroline, je les appelle pour leur demander si elles acceptent de témoigner avec d'autres patientes, avec la réserve que Caroline, et je vais être très franc, elle a une histoire qui est super. Toutes les patientes n'ont pas une grossesse, et je veux pas laisser de faux espoirs à celles qui l'auraient pas. Malgré tout, ce qui est important aussi dans le traitement conservateur, c'est que ça permet de prendre son temps, de pas sauter sur l'hystérectomie. On l'a dit, c'est des tumeurs qui sont de bons pronostics. On a 5 minutes, on a 1-2 semaines pour se voir, discuter, se revoir. Même dans le cas où une hystérectomie serait décidée, il n'y a pas d'urgence. Certainement, il y a une urgence à faire un bilan, à comprendre, à échafauder un plan de traitement, mais il n'y a pas d'urgence à faire l'opération d'hystérectomie qui, elle, est irréversible. Après, sur les centres experts, aujourd'hui, les centres qui font de la chirurgie cancérologique, ils sont labellisés par l'INCa et ils doivent répondre à un certain nombre de critères qualité. Il n'y a pas de liste de services qui seraient autorisés ou pas, et tous les centres qui font de la chirurgie cancérologique, alors moi je vais parler pour l'Île-de-France, ils ont un certain nombre de critères qualité à remplir pour être labellisés. Et c'est pareil pour les centres de radiothérapie. On ne s'improvise pas comme ça du jour au lendemain, comme allant traiter des cancers gynécologiques pelviens par exemple. Alors, merci beaucoup. Alors, Caroline, merci infiniment pour votre témoignage qui est porteur d'espoir, mais qui aussi ne mettait pas de tabou sur le trou noir, la difficulté, etc. Et ça, c'est très important de la transparence. Effectivement, vous avez évoqué et ça manquait beaucoup d'informations. Nous, c'est exactement l'objectif de nos webconférences, c'est de pouvoir mettre le plus d'informations et de le mettre à disposition au travers des replays. Donc, j'en profite parce que ça, on le fait grâce à tous les experts qui acceptent de donner de leur temps. Donc, un immense merci à tous les experts qui sont là ce soir, qui permettent de donner toutes ces infos. Et professeur Koskas, et Caroline en a parlé aussi, vous avez évoqué, quand on préparait cette fenêtre. En fait, vous avez dit là le traitement conservateur, mais il y a une fenêtre en fait de temps temporel pour faire ce ou ces bébés quand c'est possible. Et donc, est-ce que vous pouvez nous donner plus d'explications, s'il vous plaît? Alors, il faut comprendre que donc la tumeur elle est née au niveau de l'endomètre, que la raison pour laquelle un cancer va venir une fois sur l'endomètre chez une patiente, elles vont persister même quand la lésion aura disparu. Donc, il y a un risque de récidive qui est important. Et puis, si la tumeur peut ne plus être visible macroscopiquement, à l'œil nu ou radiologiquement, il peut toujours rester quelques cellules qui vont, entre guillemets, repousser. Donc, tout l'enjeu, finalement, dans ce traitement conservateur, c'est d'obtenir une rémission la plus longue possible pour obtenir la grossesse, voire les grossesses. La chance qu'on a, c'est que on peut faire maintenant, on était assez réticents au début de proposer, on peut faire de la PMA. La PMA, c'est pour la procréation médicalement assistée, des fécondations in vitro, qui vont induire transitoirement une hyperostrogénie. Donc, vous vous souvenez que l'hyperostrogénie, ça favorise le cancer de l'endomètre, ça va stimuler l'endomètre. On a fait plusieurs études, et on a fait aussi à Bichat, pour vérifier que cette hyperostrogénie transitoire, mais qui permet d'obtenir des embryons,
eh bien, elle est plutôt bénéfique parce qu'elle va permettre d'obtenir des embryons pour des couples qui, dans 70% des cas, ne parviennent pas à obtenir une grossesse, pour avoir la grossesse et ensuite faire l'hystérectomie. Là où il y a 15 ans, on disait non, on va pas faire de FIV, on va tenter une grossesse spontanée ou ce qu'on appelle des FIV semi-naturels avec peu d'oestrogène. Le problème, c'est que c'était beaucoup moins efficace pour l'obtention de la grossesse, et donc on attendait plus longtemps avec l'utérus. Et le temps est un peu notre ennemi dans cette histoire de traitement conservateur. Plus le temps passe, plus la lésion endométriale, le cancer d'endomètre, risque de revenir. Alors, on a un peu débordé dans notre temps, mais je voudrais proposer, Caroline, tu nous diras, pas forcément ce soir pour que tu aies le temps de réfléchir, mais j'aimerais proposer qu'on ouvre un groupe d'échange entre patientes sur mon réseau cancer gynéco, des jeunes femmes qui ont pu avoir un bébé après leur cancer gynéco, pour aussi ce partage d'expériences, de vécu, de tout le parcours de grossesse, d'accouchement, de suivi de grossesse. Je sais que c'est un vrai sujet aussi dans certaines situations, et ça pourrait être très précieux de vous retrouver et qu'on puisse vous trouver facilement s'il y a de jeunes femmes. Là, j'ai vu que Fanny, grâce à son témoignage, espère que elle pourra vivre le même bonheur que toi. Donc vraiment, merci pour ce partage. Et j'avais une dernière question parce que il y a eu plusieurs dans le chat ou dans les questions, ça a été mentionné, et on est très nombreuses à être soignées pour des cancers du sein et à recevoir pendant des années des traitements, notamment le tamoxifène, mais aussi des anti-aromatases, des thérapies ciblées. Et juste en 2 mots, est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui, par rapport au cancer de l'endomètre, s'il y a donc une surveillance particulière qu'il faut continuer à faire pour ces patientes donc touchées par des cancers du sein, mais qui est-ce que c'est un sur-risque, est-ce que c'est important, et voilà, si on a un doute, qui va-t-on voir? Qui répond à la question? Allez-y. Non, alors, c'est lié à un traitement. J'ai vu en effet dans le chat, il parlait d'Herceptine, c'est pas ce traitement-là, c'est lié à un traitement qui est le tamoxifène, qui peut conférer un sur-risque de cancer de l'endomètre. Au jour d'aujourd'hui, ce qui n'était pas tout à fait le cas il y a une vingtaine d'années, il n'y a pas de surveillance spécifique, tu me détromperas Martin, de l'utérus, même si on est sous traitement par tamoxifène pendant 5 ans. Et en fait, on répond, comme pour la population générale, s'il y a des saignements anormaux, d'aller explorer l'utérus. Donc voilà, c'est surtout ça, c'est on attend le symptôme, parce que ça reste des cancers précoces de bon pronostic. Et déduire une surveillance spécifique, ce qui a pu être préconisé il y a plus d'une décennie, va créer finalement de la iatrogénie, c'est-à-dire une surinvestigation inutile, et donc une surmédicalisation pour l'utérus à ce moment-là. Donc finalement, sur mon réseau cancer du sein, on surveille pareil. On vient vous voir si c'est pas normal, sinon on prend son traitement. Voilà. Tu es d'accord, Martin? Ouais, si vous me permettez un commentaire, c'est intéressant parce que le tamoxifène, c'est un anti-œstrogène. Donc, on aurait pu penser qu'au niveau de l'endomètre, il a une action anti-œstrogène, qu'il aille contre le cancer. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a une action tissu spécifique. Au niveau du sein, il va bien avoir cet effet anti-œstrogène. Au niveau de l'endomètre, il va avoir un effet œstrogène-like. Il va se comporter comme de l'œstrogène et stimuler finalement l'endomètre. Ce qu'il faut bien dire quand même, c'est que même s'il y a un sur-risque chez les patients qui prennent du tamoxifène pour un cancer du sein, le bénéfice à prendre ce tamoxifène est supérieur au risque de développer un cancer de l'endomètre. Voilà, c'est comme ça qu'on combat les fake news et les mauvaises idées, les idées reçues sur certains traitements, et c'est important de clarifier, puisqu'en fait on est aussi un certain nombre à être soit dans des familles où il y a plusieurs cancers, ou être touché par un cancer puis un deuxième cancer. Enfin, on est parfois multicasquette. Voilà. Et ce qui était important aussi dans le témoignage de Caroline, c'est que c'est exactement ces idées reçues, quand on est jeune et qu'on recherche un bébé, c'est stimuler je trouve pas le mot. L'ovulation. Et on ne pense pas forcément à un cancer
cancer qui est un cancer rare. Donc, on a déjà eu le cas notamment de témoignages de femmes très jeunes avec des cancers du sein, etc., qui ne sont pas forcément les premiers diagnostics. Donc, merci beaucoup. Je vais juste terminer par une dernière question. Docteur Gabreau, vous avez dit qu'il fallait reprendre ou maintenir une activité sexuelle voilà, pour éviter les complications. Alors, on a des questions de jeunes femmes qui sont célibataires et qui disent comment on fait? En fait, c'est un peu la double peine. Donc, est-ce qu'il faut aller voir un sexologue, une kiné? Voilà, qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là quand on est célibataire pour pouvoir stimuler et avoir au moins une simulation de rapport sexuel? C'était sur la dernière diapo, c'était la prescription de dilatateurs vaginaux. En fait, quand il n'y a pas de possibilité d'avoir un rapport, on prescrit ces dilatateurs-là. Alors, grossièrement, ça ressemble à des sextoys. En fait, c'est des sondes dont la taille est adaptée au vagin, parce qu'on peut se retrouver avec des petits vagins, alors de base par l'anatomie, et deuxièmement pour des chirurgies qui sont, quand les cancers sont assez avancés, quand on coupe une partie du vagin. Donc, ces dilatateurs sont adaptés à la taille du vagin. On les utilise 2 fois par semaine, 10 minutes par jour. C'est pas remboursé par la sécurité sociale. C'est de l'ordre de 50 à 100 euros. Il en existe plusieurs de compositions différentes. Et la mutuelle peut rembourser ces dilatateurs-là. Voilà. Et on les utilise 6 à 8 semaines après la radiothérapie. Concrètement, après une curithérapie de voûte, le risque de symphyse, enfin de rétrécissement du vagin, il est présent, mais il est assez faible. C'est pas comparable à la curithérapie du col utérin où là, les doses sont beaucoup plus élevées. Encore, on monte jusqu'à 90 degrés, alors qu'au niveau des cancers de l'endomètre, nous à l'alentour de peu moins de 60. Alors, je vais finir avec quelques petits rendez-vous qu'on vous met dans le fil, parce que c'est Septembre Turquoise. Alors, il y a quand même pas mal d'actions un peu partout. Il y a plusieurs associations d'ailleurs qui ont participé, je tiens à le souligner, à la campagne. L'endomètre est une orange turquoise. Donc, vraiment à regarder au début du fil du chat, vous avez le lien pour accéder à tout ce dossier très intéressant qui avait été j'allais dire proposé justement avec le professeur Lavoué, professeur Koskas et d'autres. Il y avait l'association donc Imagine et l'association du syndrome de Lynch. Moi, je préfère ce nom-là parce que l'autre, j'arrive plus à me souvenir de l'acronyme. Et donc, avec mon réseau Cancer Gynéco, si vous êtes en Normandie, le week-end prochain, on vous invite à une marche exceptionnelle à Bagnoles-de-l'Orne, un charmant petit endroit où il y a d'ailleurs des thermes avec une cure qui accueille des patientes en gynécologie, donc faut le savoir. Et si vous n'êtes pas à Bagnoles-de-l'Orne, on fait une autre marche qui est là, une marche en ligne avec avec Kipling, qui est une start-up qui permet en fait aux patients de faire des petites équipes. Donc, on peut s'inscrire de n'importe où en France, et les soignants peuvent aussi participer s'ils souhaitent, et vos amis et tout. Et surtout, avec Oriane, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une deuxième webconférence, là où on va inviter particulièrement les patientes concernées par des cancers de l'endomètre, donc avancés ou métastatiques, pour justement bien comprendre les parcours de soins, les traitements, les caractérisations aussi. Aujourd'hui, vous avez parlé de ces caractérisations, ces mutations, donc pour découvrir tous les traitements adaptés aux unes et aux autres. Et voilà, donc merci beaucoup pour cette super conférence qui fera un replay, j'espère, très très utile pour de nombreuses patientes. Un immense merci à tous et très bonne soirée. On se retrouve donc la semaine prochaine pour ceux qui s'inscrivent. À bientôt. Au revoir à tout le monde et merci encore.